Louverture saison 2, Haïti. Épisode 12, l'ouverture. Bonjour. Avant de passer à l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais faire un erratum. En effet, à la fin de l'épisode dernier, je vous ai conseillé d'écouter la chanson Bam Ti Bonjour et j'ai dit que son auteur était Bito Vaobas. Ce n'est pas exact. L'auteur de Bam Ti Bonjour, c'est bien Mario Canonge et Bito Vaobas a fait beaucoup d'autres choses, mais n'en est pas l'auteur. Erratum donc, Bam Ti Bonjour de Mario Canonge. Voilà, ça c'est fait. Où en était-on? Au dernier épisode, nous nous sommes quittés sur l'abolition de l'esclavage par la Convention le 4 février 1794. Cette abolition n'est que la ratification de la déclaration de Sontonax du 29 août 1793. Or, on a vu aussi que les mauvaises nouvelles sont tombées sur la tête de Sontonax et Paul Vérel après la proclamation de l'émancipation. D'une part, l'avancée des troupes auxiliaires espagnoles de Toussaint Louverture, d'autre part, la défection des Blancs et des gens de couleur qui permet le débarquement des Anglais à Jérémie, au Môle Saint-Nicolas et à Saint-Marc. Et aujourd'hui, il y a encore des mauvaises nouvelles au menu pour Sontonax et Paul Vérel. Mais elles seront contrebalancées par de très bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que la loi du 4 février 1794 arrive enfin sur la colonie des Avril, enfin les échos de la loi. Et la copie officielle arrive le 8 juin. On y reviendra à la fin de l'épisode. Le décret du 16 Pluviose est un tournant majeur dans la lutte contre l'esclavage. Cela dit, les chances qu'il soit appliqué avec succès dépendent entièrement de la capacité des forces républicaines à s'imposer militairement sur la colonie. Et là, c'est pas gagné, avec les rebelles noirs alliés aux Espagnols et avec le débarquement anglais. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que les invasions étrangères vont se révéler moins graves que prévu. Prenez le débarquement anglais de l'été 1793. On aurait pu croire qu'à partir de Saint-Marc ou encore de Jérémie, que les Anglais allaient vite se rendre maîtres de vastes territoires. Mais cela est plus facile à dire qu'à faire. Premièrement, Haïti est un pays très accidenté, avec des montagnes très hautes et peuplé de toutes sortes de bandes armées affiliées ou pas aux Espagnols. Ensuite, à l'instar des troupes françaises, les Anglais qui débarquent à Haïti sont frappés de plein fouet par les maladies tropicales et ils subissent de lourdes pertes. Pour y remédier, ils se font aider par leurs alliés blancs et de couleur. Mais cela ne suffit pas. Et là, comme beaucoup d'autres avant eux, les Anglais sont obligés d'enrôler des Noirs dans leurs armées. Malgré cela, les Anglais n'arrivent toujours pas à faire de percée hors de leur tête de pont du littoral et à faire la jonction entre Jérémie, Saint-Marc ou le Môle Saint-Nicolas. Et dernier point, dans les zones anglaises, le nouvel ordre de Sa Majesté se caractérise pour les gens de couleur par un retour en arrière à la colonie d'avant 1791. C'est-à-dire que les Anglais n'honorent pas leurs promesses d'égalité raciale et pratiquent une hiérarchisation stricte entre planteurs blancs et de couleur. Du coup, que font ces derniers? Eh bien, ils font défection, pour un grand nombre d'entre eux, et rejoignent le camp républicain par dépit. Sontonax et Paul Vérel profitent donc d'une première circonstance favorable. Les Anglais sont bloqués sur la côte. Deuxième circonstance favorable, c'est que du côté des généraux noirs alliés aux Espagnols, bien sûr, Toussaint Louverture conquiert le cordon de l'Ouest. Mais c'est tout. Il n'y a pas d'avancée significative des troupes de Jean-François et de Biassou. Le truc, c'est que tout le monde espère une victoire espagnole
imminente. Par conséquent, les relations entre les officiers noirs se dégradent, car aussi bien Toussaint Louverture que Jean-François et Biassou essaient de se positionner pour être au top au moment où la Pax Hispaniola arrivera. Ces conflits internes empêchent les insurgés de s'emparer par exemple du Cap Français défendu par Villatte, ou de Port-de-Paix où Lavaux fait face aux Anglais. L'autre circonstance favorable pour Sonthonax et Paul Vérel aussi, c'est que dans le camp espagnol, la méfiance des Noirs envers les Espagnols augmente. Pourquoi? La raison, c'est qu'un certain nombre de colons blancs qui avaient fui la colonie reviennent et ils sont accueillis à bras ouverts par les Espagnols. Or, il ne faut pas se leurrer, les colons blancs reviennent car ils savent que les Espagnols vont rétablir l'esclavage. Les Espagnols vont jusqu'à garantir aux Blancs de retrouver leur propriété intacte après la chute de la République. La cohabitation devient donc de plus en plus tendue entre les Blancs qui reviennent et les rebelles ex-esclaves. En plus, l'effondrement tant attendu de la République tarde à se manifester sur le front européen. Pire, la France enregistre même des victoires éclatantes entre 1793 et 1794. Conclusion, certains Noirs commencent à se demander s'ils ont misé sur le bon cheval. Mais c'est en mai 1794 qu'intervient le tournant majeur du conflit, à savoir le ralliement à la République du leader noir le plus en vue, Toussaint Louverture. La semaine dernière, on a vu comment Toussaint s'est positionné en faveur de l'égalité et de la fraternité le jour même de la proclamation de Sonthonax. La question que vous vous posez peut-être, c'est de savoir pourquoi il continue de se battre pour l'Espagne après cette déclaration. D'abord, il faut être honnête. L'action et les motivations de l'ouverture durant cette période restent empreintes de mystère. On sait juste qu'au moment même où il rejette Sonthonax, l'ouverture est déjà en contact avec Lavaux depuis 2 à 3 mois. On sait qu'il a proposé à Lavaux des, je cite, voies de réconciliation, fin de citation, mais il n'y a pas de trace réelle de cette proposition. Au moment donc où Sonthonax proclame l'abolition, l'ouverture a déjà une vision pour Haïti. Et cette vision n'est pas compatible avec celle de Jean-François et Biassou, si on peut prêter une vision aux deux leaders noirs. Pour Jean-François et Biassou, le but est atteint, vu que les Espagnols ont accordé la liberté aux insurgés, ou pour être plus précis, ont reconnu la liberté qu'ils ont arrachée. Pour les deux généraux noirs, la balle est maintenant dans le camp des insurgés noirs. C'est à eux de vaincre la République pour enfin vivre libre dans une colonie sous administration espagnole. Mais comme on l'a vu, Toussaint Louverture voit plus loin. Comme Sonthonax, Toussaint Louverture parle d'égalité et de fraternité pour tous les Noirs, pas seulement pour ceux qui prennent les armes. Le truc cependant, c'est que l'ouverture ne croit peut-être pas à la sincérité de Sonthonax. Ou alors, s'il y croit, il n'a aucune envie de laisser le commissaire se draper seul de la toge de libérateur. Deuxièmement, Toussaint Louverture sait aussi que la proclamation de Sonthonax est locale et qu'elle ne vaut pas grand-chose si elle n'est pas ratifiée en métropole. Enfin, comme on l'a dit, la République est vouée à une défaite certaine, attendons qu'elle soit battue. Mais les choses changent, on l'a vu avec le relatif enlisement des Anglais et avec les tensions entre les insurgés noirs et les émigrés blancs en territoire espagnol. L'ouverture, avec ses exploits militaires dans le cordon de l'Ouest, arrache son autonomie par rapport à Jean-François et à Biassou.
il administre désormais un territoire qui s'étend de manière continue de la frontière avec Santo Domingo à la côte ouest de la colonie. Par conséquent, il va continuer sur une voie de plus en plus autonome, tant vis-à-vis des Espagnols que de son supérieur hiérarchique, Georges Biassou. En mars 1794, son conflit avec Biassou éclate au grand jour, et la rupture est consommée très vite. Et c'est sur ces entrefaites que la rumeur du décret de la Convention commence à se répandre sur la colonie. On n'en est pas sûr, mais il est probable que la nouvelle de l'abolition de l'esclavage par la Convention finit de convaincre Toussaint Louverture de rejoindre le camp républicain. Mais Toussaint Louverture le fait de manière prudente, et il garde par exemple le contact avec les Espagnols pendant tout le temps qu'il négocie avec Lavaux. Tout commence le 29 avril à Gonaïves, quand des troupes fidèles à Toussaint Louverture attaquent subitement leurs camarades espagnols. Des dizaines de soldats espagnols sont tués, alors que d'autres se réfugient hors de la ville. Dans les jours qui suivent, Toussaint fait parvenir un courrier aux survivants pour leur faire part de ses regrets concernant ces, je cite, « malheureux événements ». Fin de citation. Malheureux événements avec lesquels, bien sûr, il n'a rien, mais alors rien à voir. Toussaint leur promet de venir bientôt à Gonaïves et qu'il châtiera les coupables. Mais surtout, leur dit-il, ne rentrez pas en ville avant mon arrivée. Ces actions lui valent les félicitations d'un officier espagnol, qui le félicite de, je cite, « servir Sa Majesté fidèlement ». Fin de citation. Or, quand Toussaint Louverture rallie Gonaïves le 5 mai, il révèle avoir reçu une lettre du colonel Lavaux l'invitant à rejoindre le camp français. Louverture annonce qu'il accepte l'offre du colonel Lavaux. Il fait hisser le drapeau tricolore à Gonaïves et apporte en guise de dot à son mariage républicain toutes les paroisses sous son contrôle. Gros-Morne, Henry, Marmelade, Plaisance, Dondon, Acu et Limbé. De plus, avec Toussaint Louverture, ce sont 4000 soldats aguerris qui rejoignent les rangs républicains et parmi eux des officiers de talent, dont son neveu adoptif Moïse, et 2 autres officiers qui vont marquer l'histoire d'Haïti, Jean-Jacques Dessalines et Henri Christophe. Toussaint Louverture est donc passé au camp français. Et je voudrais maintenant me concentrer pendant un instant sur le Louverture d'à partir 1793. Au 7e épisode, entre ici Toussaint, je m'étais apaisanti sur le Toussaint d'avant 1791. Aujourd'hui, il s'agira de donner quelques pistes, quelques raisons pour lesquelles Toussaint Louverture est devenu la figure marquante de la colonie après 1794. D'abord, Toussaint Louverture se révèle un formidable meneur d'hommes dès le début. Il recrute et rassemble autour de lui des officiers talentueux et les associe à ses décisions. Par exemple, quand il rejette l'offre d'émancipation française en juin 1793, Louverture fait co-signer sa lettre de rejet à 30 de ses officiers. Et c'est cette obsession de la correspondance écrite à partir de 1793 qui permet de se faire une idée des actions et des idées de Louverture. Il faut citer en particulier sa correspondance abondante avec Lavaux entre 1794 et 1796. Pourtant, clarifions les choses. Les lettres de Toussaint Louverture ne sont pas écrites de sa main. Pamphile Lacroix rappelle qu'il, je cite, « parlait mal le français ». Fin de citation. Cependant, je cite, « un instinct divin l'éclairait sur la valeur des mots ».
Fin de citation. Pour écrire ces lettres, l'ouverture s'efforce de recruter des secrétaires blancs capables de l'aider à exprimer ses pensées clairement et efficacement en français. Il les fait alors travailler sans relâche jusqu'à trouver, je cite, le tour de phrase qui convenait à l'expression de sa pensée. Qu'apprend-on dans ces lettres? D'abord, que Toussaint Louverture est conscient que la lutte d'Haïti s'inscrit dans un cadre plus large. Il se tient donc informé de tous les événements en France, en Europe et en Amérique. Ces lettres révèlent aussi les qualités qui font de lui un chef militaire d'exception. C'est un chef minutieux qui prête une attention à tous les détails, aussi petits soient-ils, tout en ne perdant jamais de vue la stratégie globale. C'est ainsi qu'il n'arrête pas d'écrire et de rappeler toujours à Lavaux l'importance de la logistique et de demander de l'intendance pour ses troupes. D'autre part, pour améliorer les compétences de ses soldats, Toussaint Louverture force les officiers blancs qu'il fait prisonniers à former ses soldats. Il rapporte aussi à Lavaux qu'il recrute et entretient un réseau d'informateurs parmi les Noirs qui servent auprès des Anglais et des Espagnols. L'autre aspect qui apparaît dès les premières négociations avec les Français en 1791, c'est que l'ouverture se distingue par sa compréhension hyper fine des réalités politiques. Il montre une habileté exceptionnelle à évaluer les motivations de ses interlocuteurs tout en gardant les siennes cachées. Et c'est ainsi qu'il arrivera à prendre le dessus sur une longue liste de rivaux. Ce sérieux et ce talent politique impressionnent beaucoup ses interlocuteurs espagnols et français en 1793. Et il impressionnera aussi les Britanniques à partir de 1795. Quelle est l'idéologie politique de Toussaint Louverture? C'est difficile à dire. Comme tous les bons politiciens, Toussaint Louverture arrive à adapter avec talent son discours au public qu'il veut convaincre. Et il est aussi capable de changer de discours pour s'adapter à de nouvelles circonstances. Quand il est avec les Espagnols, par exemple, il a un discours plus royaliste que le roi. Mais après avoir rejoint le camp républicain, il adhère publiquement aux principes même qu'il dénonçait auparavant. Mais il y a deux constantes chez Toussaint Louverture. Premièrement, il ne varie pas dans sa défense de la liberté pour tous les anciens esclaves après 1793. En même temps, l'ouverture pense que pour trouver une porte de sortie à l'insurrection noire, il est nécessaire de créer une société ordonnée, où les trois groupes raciaux de la colonie aient une carte à jouer. C'est donc avec fermeté qu'il insiste que la liberté ne veut pas dire pour les Noirs le droit de faire ce qu'ils ou elles veulent. Son objectif n'est pas la création d'une société entièrement dominée par les Noirs, mais une société où Blancs, gens de couleur et Noirs vivent en bonne entente. La raison, c'est qu'à l'instar de Sonthonax et Paul Vérel dans leur proclamation de 1793, l'ouverture tient au maintien du système de plantation, donc à ce que les Noirs continuent de travailler la canne et le café. Ce faisant, il s'oppose à la volonté de la majorité de la population noire, qui, elle, veut s'approprier les terres et échapper, justement, aux contraintes du système de plantation. Mais ce n'est pas pour rien que Madison Smart Bell a appelé Toussaint Louverture, je cite, le maître des carrefours. En même temps qu'il met des contraintes à la liberté des Noirs, il met constamment en avant son lien spécial avec la population noire. Il commence, par exemple, une proclamation en 1796 avec les mots, je cite, « Vous, Africains, mes frères ». Fin de citation. Il parle de lui-même comme d'un, je cite, « père qui les adore ». Fin de citation. Il rappelle aussi aux Noirs
qu'il a été le premier à avoir hissé l'étendard de la rébellion face à la tyrannie. Et en même temps qu'il exhorte les Noirs à rester fidèles à la République, il leur rappelle leur force quand il dit, je cite, qu'il y a plus de Noirs dans la colonie qu'il n'y a de Blancs et de gens de couleur réunis. Fin de citation. Pour résumer, pour comprendre comment Toussaint Louverture va écarter Lavaux, Sonthonax, Villatte, Rigaud entre 1794 et 1800, il faut prendre en compte son génie politique et militaire. Celui-ci est guidé par le désir de fonder non pas une société noire, mais une société multiraciale, égalitaire, mais bien sûr dominée par lui-même. Mais si on en revient à 1794, c'est donc le 5 mai que Toussaint Louverture fait défection pour rejoindre la République. Cette décision est capitale. Avec 4000 hommes, Louverture commande des effectifs supérieurs à ceux de Lavaux. Pour le camp républicain, ces effectifs viennent s'ajouter aux troupes d'André Rigaud dans le sud et à celles d'un autre homme de couleur, Jean-Louis Villatte, qui défend avec succès le Cap. En termes militaires, le territoire contrôlé par l'ouverture est crucial. Ce cordon de l'Ouest est une sorte de tampon entre les positions britanniques à l'Ouest et le domaine de Jean-François Biassou et de leurs alliés espagnols dans le Nord. Toussaint Louverture devient donc une menace pour ces deux forces. Par conséquent, le rapport de force change et le ralliement de Toussaint donne un nouveau souffle à la cause républicaine. Pourtant, ce ralliement est suivi presque immédiatement d'une très mauvaise nouvelle. En début juin, de nouveaux renforts arrivent côté britannique, qui leur permettent de lancer une nouvelle offensive contre Port Républicain. Bon, on va dire Port-au-Prince, c'est plus simple, vous en conviendrez. Et cette fois-ci, l'offensive est victorieuse. Et le 4 juin, Port-au-Prince tombe aux mains des Anglais. Sonthonax et Paul Vérel doivent s'enfuir et trouvent refuge à Jacmel. Et c'est quand ils se trouvent à Jacmel qu'un navire français arrive dans le port de la ville le 8 juin 1794. Le capitaine du navire est porteur d'une bonne et d'une mauvaise nouvelle pour les commissaires. La bonne nouvelle, c'est que la Convention a légitimé l'action des commissaires et le capitaine apporte sur la colonie la première copie officielle du décret du 16 Pluviose. Ouf, les commissaires l'ont échappé belle. Mais, ironie du sort, le même capitaine qui leur apporte ce soulagement est aussi porteur d'un ordre du comité de salut public. Cet ordre, c'est que les commissaires sont sommés de se rendre immédiatement à Paris pour rendre compte de leur action devant le tribunal révolutionnaire. Pour les remplacer, c'est le général Lavaux qui est nommé gouverneur général de la colonie. Problème, Lavaux est dans le nord, et à cause de l'occupation anglaise et du blocus maritime qu'ils exercent, Lavaux n'a pas de possibilité de communiquer ou de travailler avec Rigaud dans le sud. Paul Vérel écrit donc à Rigaud et lui confère les pleins pouvoirs dans la province du Sud. Rigaud se retrouve donc de facto gouverneur général de la province du Sud. Il en restera le maître incontesté jusqu'à sa défaite devant Toussaint Louverture lors de la guerre du Sud en 1800. Mais on en est encore loin. En parlant de Toussaint Louverture, Sonthonax et Paul Vérel n'auront pas l'occasion de rencontrer le général noir, qui, en fin de compte, mènera à bien la vision d'émancipation générale des commissaires. L'ascension de Toussaint Louverture, on le verra à l'épisode prochain, commencera quand lui, Rigaud et Lavaux, chacun dans sa région, passeront à l'attaque contre les Espagnols et les Anglais afin de tester le nouveau rapport de force sur la colonie. Je vous donne donc rendez-vous dans 2 semaines
pour ce prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et salut hein.